Merci beaucoup, merci Élise, merci Stanislas, merci au Conseil scientifique d'avoir organisé cette journée importante, je crois, pour présenter un certain nombre de résultats, ouvrir les discussions aussi, parce qu'on est loin d'avoir des certitudes sur beaucoup des dispositifs qu'on peut envisager pour réduire les inégalités. Alors, ce dont je vais parler dans cette présentation, c'est un retour en fait sur une série d'expérimentations qui ont été lancées à la fin de l'année 2015 par la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, en lien avec un certain nombre de territoires en France pour proposer des initiatives visant à réduire la ségrégation sociale au collège. Donc c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec Ghazala Azmat, Élise, Youssef Souidi et Yann Algan. Et ce travail n'est pas terminé puisque en fait on suit des élèves pendant toute leur scolarité. On donne ici des résultats encore provisoires, mais qui permettent déjà d'établir un certain nombre disons de faits importants, il nous semble, sur les effets de ce type d'approche. Alors, c'est moi qui contrôle. Le point de départ de cette étude, c'est évidemment les niveaux de ségrégation sociale très élevés qu'on connaît en France, puisqu'on a parlé du déterminisme social à l'école, révélé par les enquêtes PISA par exemple, mais évidemment, il y a aussi une dimension qui apparaît en France, c'est la nature assez ségrégative de notre système éducatif. C'est-à-dire que selon l'établissement qu'on fréquente, on ne fréquente pas les mêmes élèves du point de vue de leur origine sociale. Et c'est assez clair quand on regarde ce graphique qui montre la proportion d'élèves de milieux, enfin de catégories sociales favorisées ou très favorisées, en classant les collèges publics et privés. Les plus à gauche, c'est les collèges les plus défavorisés, à droite, les collèges plus favorisés. Ce que ça nous dit, c'est que les 10% des collèges les plus favorisés en France, ils accueillent en moyenne presque plus de 3/4 d'élèves de CSP+. Et à l'autre extrême, à l'autre bout du spectre social, on a des collèges, 10% des collèges qui ont 11% d'élèves favorisés ou très favorisés. C'est une situation qu'on retrouve aussi bien à l'échelle nationale qu'à une échelle très réduite, à l'échelle d'une ville, d'un territoire. On a des contrastes sociaux très marqués entre établissements. Alors, il y a plusieurs facteurs, enfin plusieurs composantes à cette ségrégation, mais on va dire qu'il y a un peu 3 composantes qu'on peut identifier assez simplement. La première, c'est il y a évidemment une ségrégation résidentielle forte en France qu'on retrouve dans les établissements scolaires du simple fait qu'en général, enfin en tout cas au collège, à l'école élémentaire, l'affectation des élèves à un établissement est déterminée par la carte scolaire ou la sectorisation. Et donc évidemment, si on a des quartiers ségrégés, on a aussi des collèges ségrégés. Mais la ségrégation, elle va au-delà. Elle est plus importante que ce qu'elle serait sur une pure base territoriale de ségrégation résidentielle. Et à cela, il y a 2 facteurs qui contribuent. Les inscriptions dans l'enseignement privé, son recrutement n'étant pas régulé, c'est-à-dire l'enseignement privé peut sélectionner ses élèves, et l'enseignement privé recrute assez massivement parmi les catégories sociales favorisées. Et puis aussi l'évitement vers les inscriptions hors secteur, dans un établissement public hors secteur, par le biais de dérogations, de classes à horaires aménagées, qui permettent aux élèves d'être scolarisés dans un collège public qui n'est pas celui du secteur où ils résident. Bon, on n'a pas des décompositions pour toute la France, mais enfin, on sait que dans une ville comme Paris, par exemple, eh bien, la moitié de la ségrégation sociale entre les collèges parisiens, elle vient de cette ségrégation résidentielle. Donc il y a d'un quartier à l'autre, pas les mêmes quartiers, enfin pas les mêmes compositions sociales. Vous êtes à la Goutte d'Or, vous n'avez pas la même sociologie qu'à Montmartre, et donc ça, mécaniquement, se retrouve aussi dans les collèges. Mais l'autre moitié, essentiellement, vient des inscriptions dans le privé, et une petite partie seulement des dérogations, des classes à horaires aménagées. Alors, compte tenu de ce constat, une initiative a été lancée à la fin de l'année 2015 pour essayer d'expérimenter un certain nombre d'approches pour renforcer la mixité sociale au collège, tirant les leçons d'un certain nombre d'opérations qui avaient été menées en ce sens avant, notamment l'assouplissement de la carte scolaire sous Nicolas Sarkozy, qui finalement n'avait pas donné des résultats très probants. Et l'idée, c'était de substituer à une approche très top-down, où on décrète du ministère qu'est-ce qu'il faut faire sur le territoire, à une approche plus émanant des territoires, c'est-à-dire les territoires, que ce soit les académies,
les départements faisant des propositions pour, localement, en fonction des conditions du territoire en question, proposer des initiatives pour essayer de réduire les écarts sociaux dans la composition des collèges. Cette approche, elle visait deux objectifs, et c'est important d'avoir ces deux objectifs en tête. Le premier, c'était une réduction des inégalités de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale, ce dont on a beaucoup parlé. Mais il y avait aussi un autre objectif qui était très présent et qui est important aussi à considérer, évidemment, c'est l'objectif de cohésion sociale, c'est-à-dire de faire en sorte que les élèves ne soient pas séparés en fonction de leur origine sociale à l'âge de 10 ans et qu'ils continuent à se fréquenter dans le milieu scolaire. Donc plusieurs approches ont été proposées et un comité scientifique a été mis en place pour évaluer les actions aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Donc je vais rapidement présenter les leviers qui ont été expérimentés en France, comment on a évalué les choses, et puis revenir sur deux effets de ces dispositifs. D'abord, est-ce qu'ils ont eu un effet sur la mixité sociale? Première question assez élémentaire, est-ce que ces expérimentations ont changé la composition sociale des collèges? Deuxième enjeu, quid de leurs effets sur les élèves eux-mêmes? Est-ce que, du point de vue de leurs résultats scolaires, de leurs compétences sociales et comportementales, on mesure des choses, évidemment, en distinguant les élèves selon qu'ils sont de milieux favorisés ou défavorisés? Alors, quels leviers ont été expérimentés dans le cadre de cette initiative? Alors, ces initiatives ont démarré soit en 2016, soit en 2017, et 22 projets au total ont été lancés dans dans 12 départements. Ça concerne 56 collèges en France, et ces sites qui ont été appelés sites pilotes, chacun comprend entre 2 et 6 collèges. On peut distinguer, on va dire, 4 grandes modalités d'intervention qui ont été expérimentées localement pour réduire la ségrégation sociale au collège. D'abord, on va dire une opération assez classique qui est de redécouper la carte scolaire, d'essayer de faire des secteurs scolaires plus équilibrés socialement. Par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est l'approche qui a été retenue. Une autre approche qui consiste à fusionner les secteurs de certains collèges publics de manière à essayer de rééquilibrer le recrutement de chacun, avec 2 possibilités pour affecter les élèves au sein de ces secteurs, parce qu'on n'a maintenant plus qu'un secteur pour, par exemple, 2 ou 3 collèges. Comment on affecte les élèves? 2 modalités ont été retenues. Ce qu'on a appelé la montée alternée, c'est-à-dire que les élèves sont affectés, par exemple, les années paires, tous les élèves qui habitent dans le secteur sont affectés à un collège et ils vont rester toute leur scolarité. Et l'année suivante, les élèves de 6e, ils vont tous rentrer dans l'autre collège et ils vont faire toute leur scolarité. Si bien qu'on va avoir dans chaque collège en fait une double cohorte, mais une année sur 2. Donc il y aura un collège qui aura des 6e et des 4e, et un autre collège qui aura des 5e et des 3e qui alternent d'une année sur l'autre. Donc c'est ce dispositif qui a été retenu par exemple dans le secteur Berlioz-Coisevaux dans le nord du 18e, qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque, puisqu'il avait suscité un ensemble de crispations localement. Autre approche, l'ouverture et la fermeture d'établissements. Donc c'est le cas le plus connu, c'est la fermeture de collèges défavorisés à Toulouse, dans le quartier du Mirail, et la réaffectation des élèves dans le centre-ville, par exemple au collège Fermat. Et puis enfin, une approche plutôt, on va dire une approche centrée sur l'offre éducative, l'implantation d'options attractives dans des collèges défavorisés pour essayer de faire venir ou d'éviter que certains parents fuient vers, par exemple, le privé. Donc, section internationale, classe horaire réaménagée de musique sont le type de dispositifs dont les parents favorisés sont assez friands et qui pourraient effectivement leur permettre de rendre ces établissements plus attractifs pour eux. Souvent, ces actions ont été combinées, donc sans revenir sur le détail de chacun, ici il y a une liste de l'ensemble des sites qui ont participé à cette expérimentation. Bon, on voit qu'il y a un peu de tout. Souvent, par exemple, l'offre pédagogique a été combinée avec des actions plus structurelles de cartes scolaires ou de secteurs multicollèges, mais voilà, on a une panoplie d'approches qui ont été testées. Un exemple, c'est le cas parisien, où finalement on a plusieurs approches qui ont été testées en même temps. 2 secteurs bicollèges qui ont été mis en place avec une procédure de choix régulé, c'est-à-dire les élèves désormais il y a un seul secteur pour 2 collèges, les parents font des vœux et l'affectation a été opérée par un algorithme qui tient compte des vœux des parents pour l'un ou l'autre collège et de leur catégorie sociale ou de leur quotient familial,
avec un système en fait de quotas. C'est-à-dire que les collèges ont des quotas d'élèves en fonction de leur milieu social pour équilibrer leur composition sociale. Et puis le cas de la montée alternée que j'ai déjà évoqué, qui a été expérimenté dans le nord du 18e, dans le secteur Berlioz-Coiseaux. Alors, quel dispositif d'évaluation a été mis en œuvre pour mesurer les effets de ces expérimentations? Alors, il y avait deux objectifs au départ. Le premier, comme j'ai dit, c'était d'évaluer les effets de ces expérimentations sur la mixité elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'après tout, ces différentes modalités d'intervention permettent de réellement réduire le fossé social entre collèges? Parce qu'il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait évoquer pour dire, en fait, ça peut ne pas fonctionner. Imaginons, par exemple, que les parents de milieux favorisés réagissent très vite en inscrivant leurs enfants dans le privé ou en déménageant. Eh bien, on pourrait avoir un effet nul de ce type de dispositif très rapidement. Deuxième enjeu de l'évaluation, les élèves eux-mêmes, quid des effets sur leur performance à l'école, et puis de tout un ensemble de compétences sociales et comportementales dont on a vu avec les présentations des uns et des autres qu'elles sont déterminantes pour les trajectoires de long terme. Après tout, on sait par la littérature que les effets la littérature internationale nous dit que les effets de pair, c'est-à-dire l'influence des camarades sur les performances scolaires existent, mais ce n'est pas des effets forcément très forts. En revanche, les effets des camarades sur les dimensions sociales et comportementales sont très importantes. Or, ces dimensions-là sont au moins aussi importante que les résultats scolaires pour déterminer ce qui va se passer à long terme. Je donne un exemple. L'information dont on dispose sur le système éducatif et les choix d'orientation sont évidemment essentiels pour savoir quel choix d'études on va faire dans l'enseignement supérieur. À niveau scolaire égal, ce type de compétences qu'on a pu acquérir par ses camarades est évidemment un facteur majeur. Donc l'aspect strictement scolaire, évidemment, n'épuise pas du tout le sujet et on n'a pas souhaité se limiter à ce type à ces mesures-là. Donc, la méthodologie employée a consisté à comparer les 22 sites qui ont été, où des expérimentations ont eu lieu, avec 22 sites comparables. Donc, on a retenu des sites qui avaient des collèges avec des caractéristiques sociales et scolaires très proches. Et puis, on a mené une enquête dans ces sites pour justement mesurer toutes ces dimensions. Donc, voilà la carte des sites. On en a un peu partout en France. Les sites en rouge, en bleu, sont les sites pilotes que j'ai décrits dans la liste. Les sites en rouge, les sites de contrôle ou les sites de comparaison qui nous permettent de mesurer, de faire la comparaison des effets. Alors, première dimension, quels ont été les effets de ces expérimentations sur la mixité elle-même? Alors, ce graphique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, il nous dit une chose importante, c'est qu'il y avait des écarts sociaux importants dans les collèges qui ont participé à l'expérimentation. C'est-à-dire, alors pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, les collèges en rouge sont les collèges les plus défavorisés de chaque site. Ils se situent à droite du graphique, c'est-à-dire dans la zone des collèges les plus défavorisés de France. Les collèges en bleu sont plutôt dans la zone à gauche, c'est-à-dire dans les collèges plutôt plus favorisés. Et donc, l'objectif était bien d'associer des collèges qui étaient contrastés au départ du point de vue social. Alors, simplement, quand on regarde les effets de l'expérimentation sur l'ensemble des 22 sites, alors là, on mesure en fait c'est une mesure de mixité qui est l'exposition des élèves, par exemple, défavorisés aux élèves favorisés dans leur établissement. C'est-à-dire, je suis un élève défavorisé, quelle est la proportion d'élèves favorisés dans mon collège? Et on compare ça entre les sites pilotes et les sites témoins. Et on fait la même chose pour les élèves favorisés, leur exposition aux élèves défavorisés. Alors on voit que oui, il y a un effet. Après, il n'est pas très important. C'est-à-dire que oui, la mixité a progressé dans ces 22 sites. Les élèves sont plus exposés aux élèves d'un autre groupe social. Mais les effets, c'est 3 à 5 points de pourcentage d'exposition, donc ce n'est pas forcément immense. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de l'évitement vers le privé qui a annulé les effets bénéfiques de cette expérimentation? En fait, non. L'évitement vers le privé n'a pas augmenté, les déménagements non plus. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de sites qui ont participé à l'expérimentation où il n'y avait pas vraiment de potentiel de mixité. C'est-à-dire qu'il y avait au moins une bonne moitié des sites où les écarts de départ entre collèges n'étaient pas si importants que ça. D'où l'idée de se concentrer sur les sites, la moitié des sites où il y avait vraiment un écart important entre les collèges et où les élèves avaient vraiment où l'expérimentation aurait un effet important sur un choc social important pour eux en termes de composition sociale de leurs camarades.
Donc c'est ce qu'on a fait pour l'analyse qui suit, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur les 10 sites où il y avait réellement un potentiel de mixité. Là, les effets d'exposition sont beaucoup plus importants, de l'ordre de 10 à 15 points de pourcentage. Par exemple, pour les élèves défavorisés, on passe de 15% d'élèves favorisés en moyenne dans leur classe à 30. Donc il y a quand même un doublement, ce qui est quand même un choc important. Alors là, je passe sur ce deux graphiques qui montraient simplement qu'on ne voit pas d'effet d'évitement vers le privé plus important dans les sites qui ont été concernés, et les sites de comparaison nous montrent que voilà, on est vraiment sur les tendances similaires. C'est la partie rouge du graphique où on ne détecte pas d'évitement plus important. Donc j'en termine par quels effets on mesure, évidemment, l'aspect important de l'étude. Première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette mixité qui a été plus forte à l'échelle des collèges, on la retrouve, un, dans la classe, et deux, parmi les amis. Donc pour ça, en fait, on a comparé l'exposition des élèves à des élèves favorisés dans leur collège à ce qui se passe au niveau de leur classe. Si, par exemple, les chefs d'établissement regroupent entre eux les élèves en fonction un peu de leur origine sociale, pas forcément de façon très consciente, mais ça pourrait limiter l'exposition. Deux, on a demandé aux élèves de nous désigner leurs 5 amis, jusqu'à 5 amis dans leur classe, pour voir est-ce que finalement ces opérations ont eu un effet sur la mixité sociale parmi les réseaux d'amitié. Donc on voit que le message ici, c'est que oui, la mixité sociale a progressé au niveau du collège, au niveau des classes dans les mêmes proportions, donc il n'y a pas particulièrement d'annulation des effets de la mixité au collège par des politiques de constitution des classes par les chefs d'établissement. Et au niveau des réseaux d'amitié, eh bien, bon, on a des effets qui vont dans le bon sens. C'est quand même atténué, c'est moitié à 2 tiers de l'effet attendu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme d'homophilie parmi les élèves d'un point de vue social, mais néanmoins, les élèves déclarent quand même plus souvent avoir des élèves de milieux différents parmi leurs amis. Alors, ensuite, on s'est intéressé aux effets sur les dimensions strictement scolaires, c'est-à-dire les résultats scolaires et puis les respects de la vie scolaire. Donc sur les respects de la vie scolaire, les absences, les retards, les sanctions, pour le coup, que ce soit les élèves défavorisés en rouge ou favorisés en bleu, pas d'effet significatif ici. Pour ce qui est des résultats, eh bien, ce qu'on observe ici, c'est pour les élèves défavorisés, on n'a pas d'effet détectable. Alors on mesure les choses à assez court terme, c'est au bout de 2 ans. Donc on mesure en 6e, on mesure en 4e, et puis, enfin au bout de 3 ans. En revanche, pour les élèves favorisés, on trouve un effet positif, qui n'était pas forcément attendu, sur leurs résultats, qui nous a beaucoup interpellés, c'est-à-dire pourquoi les élèves favorisés réussiraient, on a des effets positifs sur leurs résultats, aussi bien au contrôle continu qu'aux tests standardisés. Alors, c'est des effets qui sont à confirmer avec les résultats au brevet qu'on n'a pas encore, qui va être une dimension importante à considérer. Mais une des dimensions qu'on a pu observer du point de vue des perceptions subjectives des élèves, et j'y viens ici, c'est que s'il y a quelque chose qui progresse très fortement chez les élèves favorisés, c'est l'estime de soi scolaire, dans un contexte de mixité. Alors pourquoi l'estime de soi scolaire augmenterait beaucoup? Eh bien, il y a un mécanisme qui est quand même important à considérer, c'est que la mixité scolaire influence la position relative des élèves dans leur établissement. C'est-à-dire que dans un collège plus mixte, il est clair que les élèves favorisés, du fait du déterminisme de la réussite, se retrouvent mieux classés dans leur établissement, en fait, par rapport aux autres élèves. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir des effets effectivement positifs sur leur perception. Et c'est vraiment sur cette dimension-là qu'on voit des effets sur les élèves favorisés. En revanche, s'il y a un gain très fort pour les élèves plutôt défavorisés, c'est sur les compétences sociales et comportementales. Donc, il y a une chose qui sort très fortement pour eux, c'est qu'ils déclarent des relations amicales de bien meilleure qualité, un effet de 30% d'un écart type, ce qui est quand même très important, se sentent plus en sécurité dans leur collège, et puis, sur une autre dimension qu'on montre ici, beaucoup plus portée sur le travail en groupe, la coopération, une des dimensions dont, par exemple, Yann Algan avait parlé beaucoup, c'est-à-dire que ces compétences de travail en groupe et de goût pour les compétences acquises au contact des autres, ça, c'est quelque chose qui change et qui est quand même un des bénéfices importants, non strictement scolaires, mais de ces actions. Donc pour conclure, parce que je vois que le temps tourne,
ce qu'on retient à court terme, puisqu'on n'a pas complètement fini l'évaluation, il nous reste encore à suivre ces élèves au cours du temps, c'est qu'il y a des leviers qui permettent d'agir sur la mixité sociale à l'école. On a parlé ici des leviers au collège, il y a aussi des leviers au lycée, les procédures d'affectation. La procédure Affelnet Paris, par exemple, montre qu'il est possible d'agir sur la ségrégation sociale au lycée. Les effets sur les élèves ne montrent pas d'effets négatifs très forts, puisque ce qu'on voit au contraire, c'est plutôt des bénéfices. Alors, sur les élèves favorisés du point de vue de leur perception d'eux-mêmes, de leurs compétences scolaires, de la diversité sociale de leur réseau d'amitié. Donc sur l'aspect cohésion sociale, on mesure bien quelque chose qui va dans le sens des objectifs qui étaient attendus. Du côté des élèves défavorisés, alors des effets positifs sur le bien-être à l'école, les relations aux autres, les compétences sociales. En revanche, pas d'effet à court terme sur les performances scolaires, suggérant que cette dimension importante, il faut forcément la compléter par d'autres leviers. On ne peut pas marcher sur une jambe et que nécessairement d'autres modalités d'intervention doivent accompagner ce type de dispositif si on veut espérer vraiment réduire fortement les inégalités scolaires. Autre dimension importante, ces résultats ne préjugent pas de ce que peuvent être les effets de cette mixité à plus long terme sur les choix d'orientation, l'information dont on dispose à l'entrée dans l'enseignement supérieur et dont on sait que ça va compter au moins autant que les résultats scolaires sur les choix qu'on peut faire et qui vont influencer les trajectoires à long terme. Je vous remercie.